Dans cet épisode, Isabelle, tu vas aborder le thème du mode survie valorisé. Oui, j'ai envie de dire compétences, performance, tu vois, surtout chez les hommes, mais de plus en plus aussi chez certaines femmes. Je pense à des chefs d'entreprise, des cadres, des managers. Tout à l'heure, j'ai vu j'écoutais une émission où on parlait du costume, hein, tu vois. Tu sais, le costume alors par exemple des hommes politiques, des avocats, des cadres. Tu sais, avant costume, cravate, jupe, crayon, tailleur pour les femmes. Tu sais, de prendre ce costume de extérieur, mais en même temps, je suis performant. Imagine un patron, moi j'ai déjà eu le cas, et je vais te donner l'image que j'ai eue. J'avais un client, c'était dans le sud, à Marseille, et ben, le patron était en baggy l'été, short baggy, en t-shirt. Le patron, vraiment grosse entreprise, tu vois. Mais forcément, l'image qu'il renvoie à ce moment, mais tu te dis, un patron, il s'habille pas comme ça, tu vois. Et on voit aujourd'hui avec le mode, je vais faire le parallèle avec le mode vestimentaire, tout le monde est en basket, tout le monde est en sneakers, même tu vas en mariage en sneakers, tu vois ce que je veux dire. Costume basket. Costume basket, voilà. Donc il y a ce côté costume, donc performance, tes compétences. Tu as fait des études, tu sais de quoi tu parles, hein, tu n'es pas, comment dirais-je, n'importe qui. Ou alors il y avait par exemple, il y a certaines catégories professionnelles, je pense aux informaticiens, eux ils sont décalés, donc eux ils ont le droit d'être en t-shirt, parce qu'ils sont vraiment dans leur monde, tu vois, ou le scientifique. Mais du coup, donc finalement l'habit, l'extérieur va dire de toi, et d'ailleurs par le vêtement, on dit beaucoup, tu vois, qui on est. Et ce monde de la performance, il a été énormément, il est encore énormément valorisé. Il y a aussi la performance des entreprises avec le CAC 40, le cours de l'action, les KPI, les indicateurs. Donc, on est dans un monde de comparaison, d'économie, de capitalisme finalement, où toi-même tu deviens un objet de valeur. Et l'habit, donc l'habit, le moine, Oui, l'habit fait le moine. oui, c'est ça. Est-ce que c'est aussi une sorte de prison Ben oui, bien sûr, oui, 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 parce que tu peux pas sortir de ton cadre, tu vois, tu peux pas sortir de ton rôle. On le voit beaucoup là aussi pour les entrepreneurs, le personal branding. Moi, par exemple, je suis une coach, elle fait plusieurs millions par an et elle est toujours habillée en t-shirt et jean noir de marque, tu vois, mais on commence maintenant, je trouve, avec les jeunes générations, par rapport à l'habit, à avoir ce décalage. Mais n'empêche qu'on parle encore de performance. Et on se compare. Et du coup, tu dois tenir ta performance. Oui, maintenant, c'est vrai aussi que l'on voit de plus en plus de jeunes chefs d'entreprise qui dirigent une boîte avec Oui, X employés oui, et qui sont en sweat capuche. oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que ça a été aussi les influenceurs. Oui, Quand, par exemple, tu vois Inoxtag, tu vois, qui est un jeune homme qui a dû être très, qui est très performant, ou David Laroche, que ce coach qui est hyper connu, il est tout le temps en t-shirt, tu vois. Et après, tu as le costume de scène aussi qui va faire quand tu fais une conférence. Mais de plus en plus, on voit des gens en t-shirt. Donc, il y a moins ce décalage, mais ça existe encore. c'est le personal branding qui un Oui, petit peu a joué sur ce côté oui, où je pense
mon travail est facile, entre guillemets, Oui. c'est cool. Oui, c'est ça, cool. c'est Mais cool. c'est pas si cool, Non. c'est de grandes responsabilités. Les tâches n'ont pas changé par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans ou 40 ans. Oui. C'est juste maintenant, est-ce que c'est pas de donner cette image d'impression que je suis cool Oui. C'est ça, et bien mon sûr. métier est cool. Oui, et il y a aussi toujours qu'on ne voit pas derrière toutes les réussites. La réussite professionnelle, elle est énormément valorisée aussi. Et il y a aussi le fait que on ne voit pas tous les échecs qu'ont vécu la personne. On n'en parle pas assez encore. On ne voit pas tous les moments où la personne a douté, toutes les fois qu'elle a eu envie d'arrêter. Toutes les fois où ça n'a pas marché. Toutes les fois où ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, je trouve, le charisme des grands hommes et des grandes femmes du monde. C'est toutes les fois où, dans le temps, un navigateur, il n'arrivait pas sur la bonne terre qu'il était parti chercher, tu vois. Et il y a quand même, je pense encore, dans notre façon de penser le monde, de vouloir démontrer, donc à la fois par l'apparence extérieure, les chiffres, le titre, la carrière, une notion de réussite qui ne va pas avec la crise personnelle, qui ne fait pas bon ménage avec cette crise personnelle, parce qu'on veut linéariser notre vie, on ne veut pas qu'il y ait de crise, alors que c'est juste la vie, en fait. Pourquoi le fait de tenir est autant valorisé, même quand ça abîme? Eh bien, parce que, du coup, celui qui tient, tu vois, même s'il vit le tsunami d'un côté perso, presque il est héroïque. On va... le mot qui me vient, c'est même pas mal. Et moi, j'ai été comme ça, tu vois. J'ai vécu, à la suite du décès de mon père, je me suis complètement coupée de mes ressentis émotionnels. Et j'étais là, même pas mal. Parce qu'en fait, c'était pas normal de continuer de faire comme si tout allait bien. Et c'est peut-être une forme de protection naturelle. Et j'ai le cas, là, quelqu'un m'a partagé une information personnelle très très dérangeante. Et la personne me dit, je ressens rien. C'est le calme. C'est pas normal. Donc elle avait conscience que ce qu'elle venait d'apprendre était un tsunami émotionnel et que sa réaction était calme plat, tu sais, météo, indice UV 8, mer d'huile. Et d'un coup, elle s'est dit, mais ma réaction n'est pas du tout en corrélation avec l'information. Donc elle se dit, mais quand je vais vraiment prendre conscience de ça, qu'est-ce qui va se passer pour moi, tu vois? Mais peu de gens ont ce recul. Donc elle va être vigilante. Elle va être vigilante dans les prochains jours à ce qui va se passer. Mais peu de gens ont ce recul nécessaire parce qu'ils pensent qu'ils tiennent. Il y a une question aussi de force. Tu vois, une force intérieure, de solidité, de courage, qui est aussi valorisée. Comment reconnaître qu'on est en train de compenser plutôt que vraiment de gérer? Quand on a tous les signes et symptômes dont on a déjà plus ou moins parlé dans les épisodes précédents, je vais les renommer, irritabilité. Donc cette irritabilité, elle peut aller du simple injure sur la périph' quand quelqu'un te fait une queue de poisson, à une énorme dispute où quand les mots vont dépasser tes pensées, un gros clash avec quelqu'un avec qui d'habitude tu as des relations cordiales, grosse fatigue, tristesse d'un coup.
Compensation, donc tu vois, c'est vraiment ça, compensation avec toutes les substances que l'on peut imaginer. Celle que je vois aussi apparaître beaucoup, hein, qu'on me nomme, c'est de l'alcoolisation seule. Donc là, on n'est plus dans le festif, on n'est plus dans le partage de on prend l'apéro et on va un peu au-delà de on va encore parler de normes, mais ce qui est bien pour la personne. Là, on s'alcoolise, donc tout seul. Donc ça veut dire que ou on prend une consommation de stupéfiants tout seul. Donc ça veut dire qu'on veut anesthésier la douleur. Je crois que je l'ai partagé, mais je vais le redire. On vit une émotion, on peut surréagir, on peut être anesthésié et ne rien faire, on peut la décaler dans le temps, ou on peut la traverser. Qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui gère de quelqu'un qui survit? Quelqu'un qui gère et quelqu'un qui survit. Gérer, c'est être authentique avec ce qu'on vit. Alors dire, écoute, en ce moment, je vais pas bien, je traverse une période complexe, je suis un peu sur les nerfs. T'es pas obligé de dire ce qu'il a vraiment. Et je m'en occupe. Voilà, ça serait un peu le message. Et qui va aller voir un professionnel, encore une fois, hein, gestion des émotions, psychologue, psychiatre, même le médecin généraliste. Et puis quelqu'un qui va être je tiens, puis à un moment, pouf, je m'écroule. Alors après, les trois, hein, c'est je suis brûlée, je m'ennuie tellement, c'est le Brown, Bore et à quoi bon celui qui va devenir cynique, tu sais, c'est toujours les ombres et lumières, hein, celui qui va devenir cynique, le pessimiste ou le laxiste qui va s'en fiche. Pourquoi certaines personnes restent coincées longtemps dans cet état? Parce que c'est difficile d'aller regarder quand ça va pas. C'est difficile de dire que tu as un problème. C'est difficile de demander de l'aide. Ça veut dire que tu es vulnérable. Ça veut dire que ça va aussi te coûter de l'argent. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à investir pour eux parce qu'ils aimeraient bien investir sur des choses qui sont plus fun. Parce que c'était pas prévu, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de s'occuper de sa santé mentale et émotionnelle. Et puis toi, des fois, tu te dis, j'avais des projets, moi, je voulais faire d'autres choses, tu vois. T'as pas envie. C'est un peu... Je vais encore faire un comparatif sportif, c'est tu veux courir ta course, tu veux faire ta belle vie, t'as pas envie de faire du fractionné pour progresser. L'entraînement c'est chiant, excuse-moi, mais c'est pas le plus agréable. Toi tu veux faire la course, tu veux vivre l'émotion de la course, c'est un peu ça. C'est-à-dire tu veux vivre l'émotion de la vie, tu veux que le bon, t'as pas envie de vivre le pas bon, et surtout t'as pas envie que ça te prenne de l'argent. Parce que finalement, les ressources les plus précieuses, c'est le temps et l'argent. Le temps et l'argent. Et ça te prend du temps et de l'argent de t'occuper de ça. Sauf que, je vais encore le dire, combien de temps ça va te prendre de ne pas t'en occuper, combien d'argent ça va te prendre de ne pas t'en occuper. Et surtout, qu'est-ce que ça coûte à long terme de ne pas s'en occuper. Ouais, c'est ça. Quel est le coût? Et on ne le voit pas. Tu sais, c'est comme, j'aurais dû acheter plus tôt une maison ou un appart. J'aurais dû investir plus tôt. J'aurais dû commencer mes études plus tôt ou recommencer mes études plus tôt. Et donc, tu repousses, puis à un moment, tu es au pied du mur. Mais là, c'est peut-être plus grave. Plus long et plus coûteux. Il y a une méthode, je ne sais pas si tu la connais, cette méthode de fermer les yeux. De penser à tout ce qui ne te va pas dans ta vie.
de te projeter dans 10 ans avec les conséquences de tout ce qui ne te va pas. Donc dans 10 ans, soit tu n'as plus ton travail, la personne avec qui tu étais, eh bien c'est fini. Enfin, voilà, de voir tout le scénario catastrophe dans 10 ans. Et ensuite, de réouvrir les yeux et de se dire, eh bien ça n'est pas encore arrivé et tu as 10 ans. C'est-à-dire, tu as 10 ans pour solutionner ça. Parce que quand des choses sont arrivées, ça me fait penser à l'exemple que tu as dit, c'était, à ce moment-là, tu te dis, mais si je pouvais revenir en arrière et changer plein de choses de ma vie, et bien là, de t'amuser à te projeter dans 10 ans, et de revenir en disant que tu les as ces 10 ans maintenant. Qu'est-ce que tu fais comme choix? Là, ça ouvre. Là, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai une coachée qui m'a fait ça, c'est-à-dire qu'elle m'a appelée et elle m'a fait ce scénario. Mais là, elle avait les yeux ouverts et d'une petite problématique, elle a fait tout le déroulé. Elle était dans un état tel qu'elle a fait tout le déroulé et elle était d'une petite problématique. Donc elle vivait. Et justement, tu vois, quand on disait qu'elle, par exemple, signait symptômes, elle était devant un dossier, il fallait qu'elle rende un dossier, c'était urgent, alors qu'elle avait rendu des dizaines de dossiers. Et ce jour-là, incapable, devant son ordi, elle était incapable de rendre son dossier, alors qu'elle savait faire, performante, professionnelle, compétente, elle ne pouvait pas. Et donc, elle m'appelle et je l'ai laissé parler. On est parti de ça et elle a fini, elle était SDF, c'est-à-dire son scénario catastrophe. Elle allait donc perdre son emploi, perdre son mari, sa fille allait plus lui parler et elle allait finir dans la rue. Mais je l'ai laissé dérouler son film, tu vois, parce que justement, je voulais qu'elle aille voir au bout de... Et donc finalement, son problème d'ordinateur, de dossier, est devenu insignifiant et elle s'est dit, il faut que je m'occupe de mon stress. Elle s'est fait ça, elle s'est fait cet exercice toute seule. Et je trouvais ça fou. Je me dis où elle va en arriver, tu vois, dans son scénario catastrophe. Donc c'est ça, c'est un super exercice. Faites ce scénario catastrophe et faites le scénario à l'inverse positif, puisqu'en plus on sait qu'on est capable de créer notre vie aussi. Oui, c'est un de nos grands pouvoirs. Ben oui. Merci pour ce sujet. Merci à toi.